qui sera sûrement retransmise du coup sur le site de Métaspé. Donc si jamais ça pose problème à quelqu'un, n'hésitez pas à nous le faire savoir via le chat ou par mail. Voilà, je vais partager mon écran. Ok. Donc, bienvenue à cette première session de webinaire donc de Métaspé en herbe, qui est organisée donc, par 5 doctorants et doctorantes, qui sont donc des webinaires qui ont pour but d'animer un petit peu le réseau scientifique Métaspé entre les différents colloques qui sont organisés donc une fois tous les 6 mois à 1 an. On est donc 5 dans ce réseau. Je vais laisser mes collègues se présenter. Donc, bonjour à tous, moi c'est Jennifer Perrin, je suis en thèse CIFRE dans le laboratoire de pharmacie de Tours, dans la faculté de pharmacie de Tours, dans le laboratoire BBV, biomolécules et biotechnologie végétale, et je travaille sur la production d'un précurseur d'anticancéreux par ingénierie métabolique en levure. Donc, bonjour à tous, je suis Manon Ferrier, donc je suis doctorante en première année de thèse au laboratoire BBV aussi à Tours, où je vais travailler sur la caractérisation métabolomique d'extraits végétaux, notamment ceux de la vigne, pour leur application en cosmétique. Donc, bonjour à tous, moi c'est Léo Bélanger. Je suis en deuxième année de thèse au sein de l'Université de Tours, au laboratoire BBV. Et je travaille donc sur la farnésisation de protéines et plus précisément son impact sur le métabolisme primaire chez Arabidopsis thaliana. Et donc, bonjour à tous, moi je suis Alexandre Bouillet, donc je suis en première année de thèse, je suis au laboratoire LAE, agronomie et environnement, à l'université de Lorraine. Et donc moi je travaille plus particulièrement sur les furocomarines, la boîte de synthèse des furocomarines chez Chillier. Et donc, moi, je suis Julie Buge, en troisième année de thèse à l'Université de Lille, à l'Institut Charles Violette, et je travaille à la compréhension de voies de synthèse de métabolisme spécialisé chez la Chicorée. Maintenant qu'on vous a présenté qui était Métaspé en herbe, on va présenter ce que ça va donner, donc les webinaires. On a imaginé pour le réseau, pour l'instant, 4 formats de webinaires auxquels vont sûrement s'ajouter d'autres formats au fur et à mesure. Donc, je vais vous les présenter aujourd'hui, histoire que vous sachiez un petit peu ce qui vous attend pendant les prochains mois, puisque ce seront des rendez-vous mensuels tous les premiers mercredis du mois à 12h30. C'est un format de webinaire qui va être assez participatif, donc on va faire appel aux différents jeunes chercheurs et chercheuses du réseau, ainsi qu'à ses autres membres et à des invités. Donc, le premier format qu'on a appelé Arthur's Day, ce sont des tables rondes ou des discussions, des panels de discussion, comme on va faire pour cette première session aujourd'hui, donc qui vont se dérouler donc autour d'une thématique, bien sûr autour du métabolisme spécialisé. Donc, il y aura une thématique prédéfinie et on aura quelques questions à poser aux membres qui participeront à cette table ronde pour animer un petit peu la discussion. Ça servira d'un moment d'échange, de discussion pour un petit peu enrichir notre réflexion autour du métabolisme spécialisé. Ces tables rondes vont inclure donc des membres du réseau ou des invités extérieurs. Le deuxième type de format, qui est un petit peu plus classique, ce sera donc conférence day, donc des conférences soit par des invités extérieurs qui pourront présenter leurs travaux au sein du réseau, soit par des membres du réseau. Donc, ça ne sera pas forcément sur nos travaux ou sur nos résultats, puisqu'on a déjà les colloques de Métaspé qui sont là pour ça, mais plutôt pour parler de choses un peu plus diverses ou sortir un petit peu du cadre de nos travaux directs, donc partager faire une petite conférence autour d'une technique dont on a entendu parler, d'une innovation ou d'une thématique plus fondamentale, d'une molécule intéressante ou d'une thématique sociétale. Il y a plein de choses qui est possible de faire. Donc ça, c'est vraiment juste, si vous avez envie de donner une présentation au sein du réseau, n'hésitez pas à nous contacter pour le faire. Le prochain format, donc, ce sera Technical Day, qui a pour but de mettre un petit peu en valeur les jeunes chercheurs et chercheuses du réseau pour présenter des techniques qui sont mises au sein de leur équipe. Ça nous permettra de faire aussi un petit tour des techniques utilisées au sein du réseau et mettre un peu en valeur la complémentarité de toutes ces équipes. Donc voilà, ça sera des présentations plus par des doctorants et des doctorantes, mais n'hésitez pas si vous n'êtes pas dans ce cas et que vous voulez présenter quelque chose.
Et le dernier format, ce sera donc Innovation Day Factory, où une entreprise ou une startup pourra venir pour nous présenter une innovation ou une technique autour du métabolisme spécialisé et partager un petit peu ce qui se fait dans l'industrie sur ce thème. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Alexandre qui va nous présenter les différentes personnes qui vont participer à la table ronde aujourd'hui. Et moi, je vais vite vous laisser pour aller donner mon TP. Voilà. C'était un bon séminaire. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Très bien, merci. Donc, du coup, aujourd'hui, on accueille 3 personnes. Donc, Monsieur Christophe Hanot, Monsieur Nicolas Navreau et Monsieur Jean-Claude Kessard. Donc, pour parler un petit peu de quelques grandes innovations de la recherche sur le métabolisme spécialisé. Donc, on va essayer de parler un petit peu aujourd'hui de vos parcours respectifs, si vous en êtes d'accord, et d'essayer un peu de voir comment vous représentez la recherche sur le métabolisme spécialisé et ce qu'elle implique et son devenir. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Monsieur Nicolas Navreau, donc, qui nous vient de Strasbourg, de l'Institut de biologie moléculaire des plantes, du CNRS, qui est aussi maître de conférence depuis 2011, qui est auteur et co-auteur de 32 articles. Donc, bonjour Monsieur Navreau. Bonjour. Donc, si j'ai bien compris, vous travaillez plus particulièrement sur, enfin, vous avez travaillé sur Chaeataranthus roseus, donc la pervenche de Madagascar, la vigne, sur plusieurs plantes finalement, et notamment par le prisme du cypome. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que c'est le cypome et en quoi c'est intéressant dans l'étude du métabolisme spécialisé végétal? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Merci pour cette introduction très pertinente. Donc, effectivement, moi, je suis arrivé à l'IBMP en 2011 dans une équipe qui était historiquement dédiée à l'étude des cytochromes P450 de plantes dans le cadre du métabolisme spécialisé, qu'on appelait métabolisme secondaire à l'époque. Et ça, via diverses expertises finalement qui étaient au laboratoire, en particulier l'expression hétérologue en levure, avec un travail qui avait été fait depuis des dizaines d'années pour avoir des souches de levure qui exprimaient la cytochrome P450 réductase, qui est un peu qui fournit les électrons au cytochrome, qui vont ensuite faire tout un tas de choses variées. Et c'est vrai que ces cytochromes, on va les croiser dans beaucoup de voies métaboliques. Il y a vraiment un très grand nombre de gènes qui sont tous impliqués dans les modifications de molécules, que ce soit donc dans le métabolisme hormonal, donc plutôt primaire, mais aussi dans le métabolisme secondaire. Donc, il faut voir aussi que par le prisme de ce cypome, comme tu disais, on intègre non seulement le métabolisme spécialisé, mais aussi le métabolisme primaire. Et donc, avec le temps, en fait, nous, on a évolué, on a un peu élargi ces thématiques-là avec les différents recrutements qu'il y a eu. Et maintenant, on est plus sur évolution et diversité du métabolisme. Donc, on s'est un peu éloigné, entre guillemets, des cytochromes P450 pour élargir notre recherche au reste des voies métaboliques. Et donc, c'est vrai qu'on a gardé cette expertise de levure et de cytochrome P450 à laquelle maintenant on essaie d'amener d'autres choses, vu qu'on arrive maintenant, enfin, on a des systèmes qui sont développés pour intégrer d'autres enzymes dans des levures reconstituées de 3 étapes ou une voie métabolique entière. Et après, on avait aussi, donc, pour la partie plus métabolisme spécialisé, mais aussi primaire, finalement, avec les lipides, etc., un pôle métabolomique qui s'est aussi beaucoup développé à l'IBMP. Et donc, entre ces deux expertises, à la fois production de protéines recombinantes, finalement, et puis métabolomique, on a pu être impliqué dans pas mal de choses. Donc, parfois, on entrait un petit peu par la petite porte, on venait nous chercher pour être un expert en cytochrome P450. Et on se focalisait là-dessus, et c'est un peu le cas de ce qu'on a fait sur Chaeataranthus roseus, où il y a beaucoup d'enzymes qui se participent à cette voie très complexe
Et nous, on s'est vraiment attaché à travailler sur une petite partie de ça. Et puis, parfois, pour aller explorer d'autres modèles. Alors, on travaille beaucoup aussi, on a beaucoup travaillé sur Arabidopsis thaliana, mais je pense que, comme beaucoup de gens maintenant du réseau, et c'est peut-être ça aussi qui nous a permis, à tous du réseau, de développer notre recherche, c'est que les modèles s'élargissent beaucoup maintenant, quoi. D'accord. Ok, donc du coup, vous n'avez pas travaillé uniquement sur une plante, mais finalement sur le prisme un peu plus des cytochromes P450 au départ, et après, du coup, vous avez élargi un petit peu votre recherche. Donc, pour vous, les cytochromes P450, est-ce que ça a été quelque chose de complexe à étudier? Est-ce que, comment les cytochromes P4, pourquoi étudier les cytochromes P450 plus que d'autres familles finalement? Pourquoi ces cytochromes sont si intéressants? Alors, je ne suis pas sûr qu'ils soient plus intéressants que d'autres familles d'enzymes. Je n'ai pas envie de vexer d'autres collègues spécialistes d'autres familles. Mais c'est vrai qu'ils sont assez intéressants, peut-être aussi du fait qu'ils sont assez particuliers, surtout chez les plantes, donc vous le savez sûrement, mais c'est des enzymes qui sont accrochées aux membranes intracellulaires, peut-être même aux membranes extracellulaires, enfin, membranes plasmiques, dans certains cas, ou du chloroplaste. Donc là, il y a tout un défi technique. Et finalement, justement, les outils qui avaient été développés, déjà d'utiliser la levure plutôt que les organismes prokaryotes. Moi, je viens plutôt d'un background de biochimie, mais des petites protéines redox, type thiorédoxine, peroxydase, etc. Donc, c'est vrai que ça a été un challenge et c'est ça qui est intéressant en science, je crois. Évidemment, on n'aime pas trop se casser les dents trop longtemps, mais si on a des petites ouvertures pour aller creuser dans ces aspects techniques un peu challenging, c'est toujours intéressant. Et par exemple aussi, on peut voir par rapport à la structure 3D des cytochromes P450, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec des protéines solubles. C'est encore assez peu, c'est pas aussi généralisé, on va dire. Donc il y a encore des choses à creuser, des choses importantes qui n'ont pas été mises en évidence. Et voilà, je pense que c'est ça qui fait tout l'intérêt. Et peut-être qui donne la possibilité à des petites équipes, alors je parle pour moi personnellement, mais d'aller investiguer, de s'investir sur des terrains ou dans des voies métaboliques dans lesquelles on est un peu expert. Donc, c'est un peu dans cette niche des cytochromes P450 pour pouvoir tirer son épingle du jeu et faire des choses que les autres ne font pas. D'accord. Et dans les composés que vous étudiez, c'est plus des polyphénols, des phénols, des terpènes. Quel type de composés finalement s'étudie? Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ces cytochromes P450 sont assez ubiquitaires, donc ça va du métabolisme primaire au métabolisme spécialisé. Et je pense, alors je vais peut-être qu'il y a des gens qui pourront me reprendre, ça lancera le débat, mais qu'il n'y a pas vraiment de voie métabolique spécialisée qui ne comporte pas de cytochrome P450. Donc, à travers mon travail personnel, je me suis plus intéressé aux composés terpéniques. Donc, vraiment des squelettes carbonés dans lesquels il faut introduire des oxygènes pour pouvoir les modifier et les décorer. Mais ça marche aussi bien pour les lipides, qui sont aussi des squelettes carbonés qu'il faut pouvoir oxygéner pour pouvoir en faire quelque chose après. Donc, pour ma part, je suis vraiment plus focalisé sur les composés terpéniques, avec donc les petits terpènes chez la Arabidopsis, par exemple, avec Benoît, qui a beaucoup travaillé là-dessus au laboratoire. Et puis après, finalement, on a dérivé, puisque chez certaines espèces, on va plus loin que ces petits terpènes décorés et volatiles. Ils sont un petit peu modifiés, un peu plus en aval, et on se dirige un peu là-dessus. Après, dans le laboratoire, c'est vrai que je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un peu de tout. Beaucoup de gens qui travaillent sur les phénoliques, avec Hugues, qui je crois est présent aussi, sur les composés lipidiques, et un peu sur ces aspects-là, oui. Et puis les alcaloïdes avec Emmanuel Quatrel. Donc finalement, on couvre un petit peu tout, mais personnellement, je travaille plus sur les composés terpéniques. Des petits. Donc, du coup, maintenant, je vais laisser la parole à monsieur Jean-Claude Kessard. Puis j'imagine
connaît aussi bien les terpènes, puisque, Monsieur Kissar, vous travaillez sur la rose, si j'ai bien compris. Donc, vous êtes aussi maître de conférence à l'Université de Lyon et de Saint-Étienne. Vous travaillez dans le laboratoire BVPAM, donc le laboratoire de biotechnologie végétale appliquée aux plantes aromatiques et médicinales. Vous êtes co-auteur de 37 articles déjà, dont, d'après ce que j'ai pu voir, une grande partie sur la rose. Est-ce qu'est-ce qui vous fascine chez la rose, finalement, et quels sont les challenges que vous avez rencontrés par rapport au métabolisme spécialisé de la rose, dont j'imagine les terpènes font partie? Bonjour, merci pour l'invitation. Et oui, effectivement, je travaille actuellement sur la rose maintenant depuis quelques années. Quand j'ai été recruté, ce n'était pas pour travailler sur la rose, c'était pour travailler en biotechnologie, méthode de transformation génétique, c'était la grande époque, menthe, lavande, etc. Et puis petit à petit, notre thématique au laboratoire a dérivé aussi sur les voies de biosynthèse. Et en fait, on a découvert au laboratoire une voie très originale de fabrication, de biosynthèse des terpènes, en particulier du géraniol, qui est une voie qui n'est pas habituelle, qui était inconnue jusqu'alors, qui utilise des enzymes, des nudix-hydrolases, et pas des terpènes synthase. Et donc, en fait, je me suis raccroché à cette thématique sur le tard, et je me suis tout de suite interrogé sur la façon dont une nouvelle voie pouvait fonctionner chez les roses, comment elle se met en place, parce qu'il faut tout un contexte cellulaire, physiologique qui permet de l'alimenter, d'où vient le substrat, est-ce que c'est lié à la sénescence des pétales, par exemple, c'est une thématique qui m'intéresse actuellement. Cette nouvelle voie, elle vient d'où? Est-ce qu'elle est propre à la rose? Est-ce qu'elle est liée aux rosacées? Comment s'est-elle mise en place au niveau évolutif? Et comme j'ai toujours aimé l'évolution, les adaptations, parce que je fais un cours là-dessus aussi, j'ai tout de suite fait le pont entre cette nouvelle voie et les mécanismes darwiniens de sélection, les mécanismes d'évolution génétique des enzymes, etc. Et donc, c'est ce qui m'attire actuellement chez cette plante. C'est la mise en place de cette voie tout à fait originale au cours de l'évolution. Et dans vos travaux de recherche sur cette voie de biosynthèse, du coup, sur l'évolution de cette voie de biosynthèse, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, des verrous technologiques qu'il a fallu lever pour l'étudier? Je pense que c'est un verrou technologique qui est propre à toutes les espèces sur lesquelles les gens peuvent travailler pour avoir des métabolites spécialisés. Pour travailler sur les métabolites spécialisés, ce n'est pas des plantes modèles. Donc tout est à inventer, tout est compliqué, tout est difficile, l'expression transitoire de gènes, l'expression stable de gènes, les clonages. Au début, on n'avait pas le génome, maintenant on a le génome. C'est un monde, quoi. Faut en plus, c'est ligneux, il y a des problèmes de culture, on peut difficilement les cultiver en hiver, donc il faut des conditions de serre ultra adaptées. Tout est compliqué, en fait, quand on ne travaille pas sur une plante modèle. Et je pense que c'est propre à toutes les personnes de ce réseau, en fait, qui ont tous des plantes qui ne sont pas des plantes sur lesquelles on a des données, le génome impeccable, la transformation génétique qui fonctionne, etc. etc. quoi. Et vous disiez que sur cette voie des terpènes, vous aviez des enzymes qui étaient un peu inconnues jusqu'à présent, qui étaient nouvelles. Est-ce que vous avez une idée de si ces enzymes interviennent dans d'autres voies de biosynthèse? Alors oui, parce que depuis nos travaux qu'on a publiés en 2015, il y a 2 auteurs qui ont sorti des nudix hydrolases dans d'autres étapes, d'autres plantes, dans d'autres étapes de fabrication de biosynthèse des terpènes. Donc, il est possible que ces enzymes se soient spécialisées chez certaines plantes aussi pour fabriquer des terpènes, pas du géraniol, mais d'autres composés. Il y a aussi une collègue américaine qui a
qui a montré que ça pouvait être une boucle de régulation du pool de précurseurs des terpènes, du pool d'IPP. En fait, cette nudixhydrolase pourrait hydrolyser l'IPP, ce qui enlèverait potentiellement la possibilité de fabriquer des terpènes. Et puis en face, il y aurait une IPK, une isopenténylkinase, qui pourrait refabriquer de l'IPP. Donc on a une espèce de boucle d'autorégulation qu'elle a démontrée et qui permettrait de réguler la production de terpènes, au moins chez Arabidopsis et chez Nicotiana tabacum, et peut-être plus généralement chez beaucoup d'espèces. Donc oui, c'est une nouvelle famille à étudier complètement. Auparavant, on pensait, enfin, par analogie avec les travaux sur les animaux et les champignons, on pensait que c'était des enzymes qui permettaient d'inactiver, en enlevant un phosphate, des bases phosphorylées qui pourraient s'intercaler dans l'ADN et créer des mutations. Donc c'était vraiment quelque chose qui nettoyait les cellules et qui empêchait les mutations. C'est le cas chez les bactéries, ça c'est sûr, probablement chez les animaux aussi. Chez les plantes, ça a été démontré, mais ça n'a jamais été vraiment très clair. Il y avait un débat là-dessus. Et nous, on a trouvé cette spécialisation sur le géraniol dans les roses. Ok. Donc, du coup, maintenant, je vais laisser la parole au troisième participant. Merci aussi également de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, Monsieur Christophe Hanot, donc vous nous venez de Chartres, du laboratoire LBLGC, donc du laboratoire de biologie des ligneux et des grandes cultures. Vous êtes l'auteur des co-auteurs de 139 articles scientifiques et vous avez travaillé plus particulièrement sur le lin, sur les lignanes du lin plus particulièrement, donc Linum usitatissimum. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des enjeux scientifiques, technologiques que proposent un peu ces composés, l'étude de ces composés, notamment dans les sciences du médical ou bien dans les sciences de la cosmétologie? Merci. Alors, merci de l'invitation. Et effectivement, alors, nous, on travaille sur les linacées en réalité. Effectivement, du coup, le lin cultivé, Linum usitatissimum, nous sert un tout petit peu de plante modèle, dans la mesure où c'est la seule linacée pour laquelle on a actuellement le génome. On a des transcriptomes pour d'autres linacées. Au départ, on travaille dans l'équipe, nous, sur les linacées, pour une molécule qui est importante au niveau pharmaceutique, qui s'appelle la podophylotoxine. Le lin cultivé qui nous sert de modèle et pour lequel on a le génome, en fait, lui arrête sa voie de biosynthèse beaucoup plus précocement dans la voie de biosynthèse, donc il ne va pas jusqu'à la podophylotoxine, mais au moins ça permet de déblayer et de dégrossir le début de la voie de biosynthèse. Et ce qui est intéressant, c'est que les lignanes qui sont accumulées chez le lin cultivé, pour lequel on a le génome, sont effectivement des lignanes qui peuvent être utilisées en cosmétique. Et donc Chartres étant le siège de la Cosmétique Valley, donc effectivement on a pu mettre à profit ces lignanes également en termes appliqués. Nous, dans l'équipe plus particulièrement, donc ce qui nous intéresse, c'est de regarder la voie de biosynthèse et sa régulation, donc sur les lignanes. Si possible, d'aller jusqu'à la podophylotoxine. Aujourd'hui, la podophylotoxine, elle sert de précurseur à la synthèse de 3 molécules phares en chimiothérapie anticancéreuse. C'est l'une des seules 3 molécules jugées essentielles par l'OMS pour lutter contre le cancer. Pour nous, dans le métabolisme spécialisé, ça nous intéresse parce qu'en fait, l'OMS reconnaît 3 molécules essentielles pour lutter contre le cancer et les 3 viennent des plantes. Il y a le Taxol, il y a vinblastine et vincristine et il y a la podophylotoxine. Et la podophylotoxine, initialement, elle est extraite d'une plante himalayenne qui s'appelle le Podocilum exandrum. Sauf que par manque de possibilités de culture, cette plante aujourd'hui est menacée de disparition et à cause du succès justement de la podophylotoxine. Donc on cherche des sources alternatives et il se trouve que donc les linacées font partie, tout comme certains cupressacées également, de sources alternatives potentielles. Nous, on a choisi les linacées, on travaille aussi sur les cupressacées, mais on a choisi les linacées parce que justement, pour mettre en place des approches biotechnologiques, c'est un peu plus simple de mettre en place des approches biotechnologiques sur des plantes herbacées telles que les linacées plutôt que sur des arbres et en particulier sur des cupressacées.
Donc voilà, et en particulier sur la voie de biosynthèse, nous on s'est intéressé, c'était la fin de ma thèse, et une collaboration qu'on a de longue date avec le laboratoire de Norman Lewis à Pullman aux États-Unis. On s'intéresse aux protéines dirigeantes qui, on pense, dans le métabolisme spécialisé, sont très intéressantes dans la mesure où c'est les premières protéines qui ont montré qu'elles étaient capables de diriger stéréospécifiquement ou régiosélectivement, pour certaines autres, une synthèse de métabolites spécialisés. Donc au départ, elles étaient uniquement présentes dans la voie de synthèse des lignanes. Norman avait essayé d'aller un petit peu plus loin avec les lignines il y a à peu près une vingtaine d'années. C'était un petit peu trop tôt, je pense, à l'époque. Je reviendrai juste rapidement sur l'hypothèse. Et sur les 10 dernières années, il a été prouvé que les protéines dirigeantes étaient impliquées également dans la synthèse de terpènes également par voie stéréosélective. Alors c'est régiosélectif pardon, pour les terpènes, notamment sur le gossypol. Et puis elles sont également impliquées dans la synthèse stéréospécifique de certains flavonoïdes, certains ptérocarpanes également. Pour la lignine, en fait, l'hypothèse venait du fait que nous aussi on s'intéressait à l'évolution et qu'en fait les protéines dirigeantes sont très largement répandues chez les plantes supérieures et elles apparaissent en fait justement avec la colonisation de milieux terrestres. Et elles apparaissent notamment chez des plantes pour lesquelles il n'y a pas encore de possibilité de mettre en place de la lignine. Par contre, elles ont quand même un pore érigé et elles ont des structures où elles font des espèces de mélanges avec des polyphénols et de la supérine. Et il a été montré que les protéines dirigeantes étaient impliquées dans la mise en place de ces polymères. Donc voilà, donc c'était l'idée de départ qui permettait de dire qu'éventuellement elles pouvaient être impliquées également dans la mise en place de la lignine. Qu'est-ce que vous entendez par protéine dirigeante? Parce que moi, c'est un terme que je ne connais pas. Alors une protéine dirigeante, là en clair, ici si je m'intéresse au lin, elles vont coupler deux précurseurs et elles vont diriger la synthèse, c'est-à-dire qu'elles vont elles vont permettre la synthèse d'un seul énantiomère. Donc en fait, elles vont diriger dans le sens stéréospécifiquement une synthèse enzymatique. Initialement, c'était plutôt des radicaux. Donc là, ici, pour les lignanes, c'était des radicaux d'alcool coniféridique. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'elles sont capables de créer des liaisons carbone-carbone de manière stéréosélective ou régiosélective, parfois en utilisant des esters activés sous forme d'esters de coenzyma, comme on retrouve finalement dans la plupart du métabolisme, où avec un coenzyma, on peut faire facilement des liaisons carbone-carbone. Donc du coup, finalement, tous les trois, vous travaillez sur des modèles végétaux différents, sur des familles de molécules différentes, même si deux d'entre vous travaillent sur les terpènes. Parmi tous ces composés que vous étudiez, j'imagine qu'il y en a plusieurs, est-ce que vous en voyez un, si vous deviez en choisir un, pour vous, quel serait le composé d'avenir finalement? Parce que c'est ça hein, la question qui intéresse. C'est lui qui rapportera le plus d'argent. Et c'est quel alors celui-ci? Ça, il faut garder pour le colloque, hein, parce que si c'est diffusé sur Internet, on ne peut pas dire de non. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il y en a un qui est très intéressant. Il faut qu'on prenne conscience également avec le réchauffement climatique de l'arrivée des moustiques. C'est le composé qui a permis de remettre justement la lumière sur les métabolites secondaires, c'est l'artémisinine. C'est ce qui a valu le prix Nobel à Tuyuyu. C'est pas tous les jours qu'il y a un prix Nobel sur le métabolisme spécialisé. D'ailleurs, depuis ce prix Nobel, on voit qu'il y a de plus en plus de papiers dans des bons journaux avant Nature et Science. En tout cas, pendant ma thèse, Nature Science, c'est très rare de voir un papier sur le métabolisme spécialisé dans Nature et Science. Aujourd'hui, je ne regarde pas toutes les voies métabolisme spécialisées, mais sur la mienne, sur laquelle je travaille, il y a au moins 3-4 papiers tous les ans qui sortent dans Nature, Science ou PNAS. Donc je pense que ce prix Nobel a permis justement de remettre un petit peu en lumière le métabolisme spécialisé des plantes. Avec le réchauffement climatique et l'arrivée des moustiques, comme je le disais, on va se rendre compte que finalement ce qui fait le plus de morts dans le monde chaque année, c'est pas le cancer, mais c'est le paludisme, c'est la malaria. Et quand les pays en voie de développement, enfin les pays développés vont être touchés de manière aussi forte que les pays en voie de développement, je pense que la recherche sur les antipaludéens, ça va revenir assez fort, quoi. Et puis, comme le dirait le professeur Raoult, les antipaludéens, il y a l'hydroxychloroquine qui vient de la quinine. Donc,
Pas de polémique sur le réseau, s'il vous plaît. Pas de polémique. On va s'arrêter avec l'artémisinine alors. Ok. Voilà. Et donc, selon vous, vu que vous travaillez tous sur le métabolisme spécialisé, quelles sont les grandes avancées qui vous ont le plus marqué et qui vous ont potentiellement inspiré ou aidé à avancer dans vos recherches? Ah là, moi, j'ai vraiment, à mon sens, il y a trois choses, hein. Il y a deux concepts fondamentaux qui sont arrivés au cours des années, on va dire les 30 dernières années, et vraiment de la technologie aussi. Les concepts fondamentaux, à mon sens, c'est quand on a commencé à remplacer le terme de métabolite secondaire par terme de métabolite spécialisé. Moi, j'ai connu l'époque où vraiment on apprenait en tant qu'étudiant que les métabolites secondaires étaient des déchets cellulaires, des poubelles. Enfin, ça partait à l'extérieur ou dans les vacuoles. Enfin, c'était vraiment mis à l'écart. Et je me souviens encore dans les congrès de discussions sur le fait de changer le nom et de les appeler spécialisés, parce qu'on s'est aperçu que c'était un véritable langage de communication entre plantes, plantes insectes, plantes mammifères, etc. Donc ça a été vraiment une révolution conceptuelle. Et ce n'est pas encore passé partout, hein. Je viens de lire un article dans lequel les gens utilisent le terme de métabolite secondaire, alors que ça concerne la régulation par facteur de transcription de voies de biosynthèse, donc c'est assez moderne. Mais ils utilisent encore le terme de métabolite secondaire et ils le définissent à l'ancienne, je dirais. Et le deuxième concept fondamental, à mon sens, qui a vraiment tout changé, c'est quand on s'est aperçu que un même métabolite, alors forcément ça m'intéresse puisque c'est un peu notre cas, mais un même métabolite, prenons par exemple le phényléthanol, pouvait être synthétisé de façon radicalement différente d'une plante à l'autre. Le phényléthanol, par exemple, il n'est pas synthétisé de la même façon chez la tomate, chez le pétunia et la rose, chez le melon et la levure et chez le peuplier. Il y a 4 voies de biosynthèse différentes. Et parfois même, dans une même plante, par exemple chez la rose, au printemps, il y a une voie qui est utilisée pour fabriquer du phényléthanol et en été, c'est une autre voie qui est utilisée. Et ça ouvre des perspectives de biodiversité, de diversité des enzymes, voire même des utilisations biotechnologiques de nouvelles enzymes, des perspectives d'aller rechercher. C'est pas parce qu'on a une plante qui a des produits habituels, des composés habituels qu'on trouve un peu partout, qu'elle va forcément avoir les mêmes enzymes. Et donc, ça peut ouvrir des idées de biosynthèse, d'utilisation. Et ça ouvre aussi tout le champ de l'évolution, parce que ce sont finalement, véritablement, au sens darwinien, des adaptations, au sens où, par exemple, les ailes d'oiseaux, d'insectes ne sont pas faites du tout de la même façon, pourtant c'est bien des ailes. Et bien là, de la même façon, une même molécule peut être fabriquée de différentes façons. Et c'est toujours la même molécule, mais les enzymes sont différentes et ce sont véritablement des adaptations. Donc ça ouvre tout un champ évolutif conceptuel qui est vraiment, à mon sens, passionnant. Et j'ajoute, je ne veux pas monopoliser la parole, mais il y a aussi des révolutions évidemment technologiques. Les méthodes d'analyse en métabolomique, transcriptomique, etc., sont maintenant une précision, c'est des masses de données. Et je dirais que tout ça, ça a fait faire des bonds énormes à nos disciplines. Et je dirais que le futur challenge, c'est de maîtriser toutes ces données, d'en sortir de l'information et de mettre en place des traitements de données multi-omiques finalement. Ok, merci Jean-Claude. Est-ce que Nicolas et Christophe, vous êtes d'accord avec les réponses de Jean-Claude, ou est-ce que pour vous, il y a d'autres avancées qui vous ont plus marqué? Si je peux dire un mot, c'est vrai que c'est surtout les avancées technologiques qui ont fait que, enfin pour ma part, qui m'ont beaucoup marqué. C'est quand on a commencé à creuser dans le génome, quand j'étais en thèse du peuplier, on avait vraiment un monde qui s'est ouvert à nous, et d'assembler simplement à l'époque manuellement les gènes et de se dire, mais bon sang, il y en a tellement qui font certainement pas tous la même chose. Et ça me fait penser à ce que disait Jean-Claude. C'est vrai qu'on était un peu dans le paradigme de dire une enzyme, une fonction dans sa voie, etc. Et qu'on se rend compte que une enzyme, ça peut faire beaucoup de choses et que même parfois,
On voit bien souvent dans les articles qu'une enzyme est un peu présupposée faire quelque chose. Elle le fait dans le tube, eh bien, ça y est, elle est validée. Alors qu'en fait, peut-être que avec justement les méthodes de criblage qui existent, les analyses métabolomiques qui sont beaucoup plus faciles, on viendra à se dire que pour chaque enzyme, il faut tester un panel de choses pour savoir laquelle. Il faut tester un panel de substrats, par exemple, pour pouvoir affirmer que cette enzyme est véritablement la plus probable pour faire cette réaction dans la plante. Et voilà, après, j'ai toujours l'impression que là, on a un peu passé finalement la barrière de l'ADN, c'est-à-dire qu'on peut séquencer à peu près tout et n'importe quoi. Et par contre, on arrive toujours sur le prochain bottleneck, le prochain goulot d'étranglement, parce que c'est vrai qu'on travaille tous sur des modèles différents, enfin, ou pas, mais on travaille sur beaucoup de modèles différents en tout cas. Et il reste des aspects technologiques derrière, en particulier de régénération de plantes, qui sont, à mon avis, encore très compliqués. Il y a des choses sur les ligneux ou même sur des espèces pour lesquelles la génération de plantes n'est pas au point. Eh bien, on peut très bien avoir tous les gènes qu'on veut, mais si on n'a pas de validation fonctionnelle, on est toujours un petit peu frustré aussi, quoi. Donc, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu ce boom vraiment, je pense que à présent, oui, au niveau du génome, il y a tellement de ressources en ligne, plus toutes celles qu'on peut faire soi-même pour pas trop cher, entre guillemets. On a vraiment élargi, on a vraiment quasiment l'inventaire de tout ce qu'on veut. Mais après, les aspects technologiques derrière, en particulier même tout simplement de culture in vitro, de régénération, sont encore assez des défis, quoi. D'accord. Ouais, effectivement, si je peux rajouter, effectivement, il y a dans les outils qui ont été développés, notamment en matière de caractérisation fonctionnelle des gènes. Je me rappelle, je vais faire ancien combattant, pendant ma thèse, j'ai débuté ma thèse, on faisait encore de l'antisense. J'ai fini ma thèse en faisant du RNAi. Aujourd'hui, on arrive à aller taper vraiment beaucoup plus précisément, soit avec du VIC, soit avec du CRISPR, sur vraiment des zones beaucoup plus précises. Et justement, je me rappelle qu'au début de ma thèse, moi, j'avais une enzyme à caractériser, enfin un gène à caractériser. En faisant du RNAi ou du VIG, ou de l'antisense, on tapait finalement sur toute la famille multigénique. Alors, on était content, on était la voix, mais en fait, on savait plus, au final, quand on a eu le génome, on ne savait pas qui faisait quoi. Et donc, du coup, effectivement, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes au niveau des outils. Et je pense qu'il y a pas mal de voies de biosynthèse encore à les recaractériser. Alors, pas forcément chez Arabido parce que c'était plus simple, il y avait les mutants. Mais chez d'autres plantes, il y a encore parfois des gènes qui ont été caractérisés comme ça, soit par antisense, soit par RNAi, qui ne sont pas forcément les bons gènes, ou on ne tape pas forcément sur les bonnes isoformes parce qu'on a tapé avec ces techniques-là. On oublie que ces techniques-là n'étaient pas vraiment très spécifiques et que ça vaut le coup d'aller voir des choses un peu plus précisément aujourd'hui avec des outils qui sont disponibles. Ok. Et du coup, pour vous, quels sont les principaux problèmes, verrous techniques qui restent encore à relever pour l'étude des métabolismes spécialisés, des métabolites, pardon, spécialisés? Hormis ce que Jean-Claude nous a... non, c'était Nicolas qui nous a déjà donné cette réponse. Mais pour vous, Jean-Claude et Christophe, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les outils qui nous manquent encore potentiellement pour pouvoir évoluer encore plus rapidement sur l'étude de ces métabolismes? Est-ce qu'il y en a Bah, d'autres? il y en a, oui. Moi, je pense que vraiment le principal, c'est les ressources informatiques, quoi. C'est la capacité d'analyse de ces données, hein. Je pense que vraiment, faut encore des spécialistes, ultra spécialistes pour faire ces traitements de données, des bioinformaticiens. Le jour où ça sera peut-être un peu plus démocratisé, si c'est possible, hein, ça ira peut-être plus vite. Et moi, je crois beaucoup au niveau conceptuel, à la multidisciplinarité. Je crois vraiment que, enfin, j'ai jamais eu autant d'échanges riches que de croiser des gens dans des congrès qui avaient des spécialités complètement différentes. Et ça apporte énormément. Déjà, biologistes et chimistes se sont rencontrés pour étudier les métabolites spécialisés. Mais souvent, il y a des synergies comme ça qui se créent avec d'autres disciplines. Moi, par exemple,
je vais dire à mon temps perdu, mais en side project, j'ai aussi pas mal d'imagerie. C'est pas forcément, pour l'instant, ça donne pas forcément des résultats très convaincants, mais j'aime bien tester les nouveaux types de microscopie, si c'est possible avec des physiciens, pour aller voir si on peut localiser les métabolites au sein des cellules à des échelles de résolution du micromètre ou des choses comme ça. Et je crois beaucoup que ça va apporter aussi ces collaborations transdisciplinaires, que ça peut apporter énormément d'informations et de changements conceptuels, en fait. D'accord. Oui, bah oui, justement pour compléter ça, je pense que justement on est peut-être encore trop concentré, on est passé d'une époque où on était sur un gène, enfin ce qu'on pensait être un gène, puisque comme je l'ai dit, on tapait finalement sur souvent toute une famille quand on allait sur les caractérisations fonctionnelles à l'ancienne. On est passé à du génome wide, où là maintenant on arrive à avoir les isoformes, les différentes profils d'expression. Et finalement, ce qui nous manque, et je pense que ce qui est en train d'être observé de plus en plus, là si on regarde les papiers qui sortent, c'est toute la notion de métabolon, toutes les interactions entre les différentes enzymes d'une voie de biosynthèse. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à suivre à l'avenir, qui pourra être étudié, comme l'a dit Jean-Claude, à l'échelle également de l'imagerie. Ça peut compléter, hein, parce qu'il y a de l'imagerie par effet, par fret, etc., qui peuvent permettre de montrer les interactions. Mais je pense que comprendre les interactions, si moi je prends l'exemple sur lequel on travaille, on a une enzyme, elle est capable de catalyser 2 types de réactions. Et on est persuadé que justement c'est en fonction de ses voisins qu'elle va, donc en fait elle est bifonctionnelle, soit elle fait une étape, soit elle fait 2 étapes, et on pense qu'en fonction de ses voisins, elle va être capable de faire soit une étape, soit 2 étapes. Et donc je pense qu'effectivement regarder les enzymes en réseau sera quelque chose qui va nous apporter beaucoup plus d'informations à l'avenir sans doute. D'accord. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques de votre part à tous les trois, merci pour votre participation. On va essayer de voir s'il y a potentiellement des questions ou des remarques venant des personnes qui nous suivent depuis tout à l'heure, qui nous écoutent. Personne n'a de questions ou de remarques? Peut-être un petit mot éventuellement? Un, deux? Faut que tu coupes trop ça. Juste un petit mot, je dirais bravo les collègues là, pour ces retours de point de vue là, tout à fait intéressants, bien positionnés. Et puis un grand bravo aux jeunes là, qui ont organisé ça. C'est la première fois que je vois une table ronde un petit peu de ce type qui soit, bon, on se connaît un petit peu quand même hein, en réseau, mais une table ronde aussi bien menée, c'est super, c'est sympa. Ça remet un petit peu de liant, là où on a beaucoup de liants qui fichent le camp à cause de, je sais pas quoi, de petits trucs avec des membranes, une membrane autour, enfin bon, bref. Donc, merci pour vos retours, les camarades, et puis bravo aux jeunes pour avoir organisé ça. Pour ma part, je dois partir parce que j'ai un autre rendez-vous où je vais officier dans 12 minutes. Il faut que j'aille me repomponner. Mais donc, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir, faire une remarque, question? Je vais peut-être prendre la parole si personne ne le prend. Moi aussi, je vais me joindre à ce que vient de dire Eric. Merci infiniment pour ce moment d'échange, hein, aussi bien à vos trois orateurs qu'à vos questions et l'animation de cette table ronde. Parfait, vraiment, c'est top. Moi, j'avais juste une toute petite question parce que, à vous écouter, bien évidemment, j'adhère à l'intégralité des remarques qui ont été faites. On se connaît bien et on a à peu près, bien évidemment, souvent le même point de vue. Mais est-ce que quelque part, on n'oublie pas un point essentiel, c'est à quoi servent tous ces métabolismes pour les plantes elles-mêmes? Parce que finalement, ce qui dirige nos choix de plantes, c'est ce qu'on va pouvoir en faire pour les bénéfices, évidemment, de l'humain. Mais est-ce que quelque part, on n'oublie pas un petit peu notre âme de physiologiste, botaniste, physiologiste? J'aurais bien aimé avoir votre point de vue, Jean-Claude, Christophe et Nicolas, sur ça, par rapport à tout ce que vous nous avez déjà donné comme information. Si je peux commencer, effectivement, mais c'est peut-être un réflexe maintenant dès qu'on présente ce qu'on fait, on essaie de mettre en avant
des applications, que oui, ça va se vendre, ne vous inquiétez pas, donnez-nous l'argent. Mais je crois que, enfin, pour ma part en tout cas, et ceux des collègues du labo, c'est vrai qu'on est quand même, au fond, on est quand même guidé beaucoup par ces aspects physiologie. Hein. Et en particulier, donc maintenant, on a Emmanuel qui nous a rejoint, Emmanuel Gacrel, qui vraiment apporte un aspect écologie chimique qui, de toute façon, nous intéresse au laboratoire, mais qui va vraiment, là, peut-être aller un peu plus loin. Et je ne sais pas, effectivement, si est-ce que ce réseau est-ce que notre point commun, c'est le métabolisme spécialisé ou c'est les applications du métabolisme spécialisé? Ça, c'est pas à moi de le dire. Mais... Ça évolue aussi, ça, avec le temps. Oui, enfin, en ce qui concerne l'écologie chimique, moi, je trouve ça passionnant. J'adore mettre en relation les métabolites avec leur rôle. Et effectivement, au labo, là, plusieurs d'entre nous, on appartient au GDR d'écologie chimique depuis, je ne sais plus maintenant, peut-être 15 ans, qui se renouvelle sous différents noms. Donc, il y a forcément un lien avec les insectes, principalement, ce langage. Mais bon, voilà, c'est très enrichissant de travailler avec des gens qui ont la méthodologie. Moi, je ne l'ai pas. Hein. Savoir regarder une cohorte d'insectes, savoir les identifier, savoir concevoir des manips pour montrer que ça a tel ou tel rôle avec tous les biais qu'il peut y avoir sur le comportement des insectes. Là aussi, ça peut être que transdisciplinaire, ça peut être que des collaborations. Mais c'est passionnant, c'est évidemment passionnant. Ça fait des années que je me demande à quoi servent tous ces parfums chez les roses. Quand on sait qu'il y a des groupes qui n'ont pas du tout les molécules qui sont majoritaires dans les roses, comme le géraniol ou le phényléthanol, il y a des groupes de roses en Chine qui n'ont pas du tout ces molécules. On peut se demander pourquoi, est-ce qu'il y a des insectes différents là-bas, des choses différentes. Mais là encore, je pense que ça ne passe que par des collaborations. On ne s'improvise pas. Enfin bon, moi je ne me vois pas sur le terrain à regarder les insectes, je ne saurais pas faire. Quoi. Je pense que j'aurais plein de biais d'échantillonnage. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est envisageable de mettre en commun dans le cadre du réseau MetaSP, d'avoir si des gens ont déjà peut-être des collaborateurs ou si on tombe sur une bonne occasion, des gens motivés pour écrire des projets, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'avoir une liste de référents avec qui communiquer? C'est aussi... Moi, si on fait un projet là-dessus, je suis preneur. Hein. Je participe. Alors, si jamais je peux donner un contact sur les insectes, j'ai un ami qui travaille justement, qui est comportementaliste insecte et qui est postdoc actuellement à l'université de Louvain et avec qui on est en train de travailler sur les mélanines chez différents types d'organismes, donc à la fois micro-organismes, plantes et insectes, pour voir si on pourrait trouver un potentiel antioxydant dans ces mélanines. Donc, si jamais il peut intervenir sur d'autres sujets, et pourquoi pas une collaboration insecte-plante, je pense que ça pourrait l'intéresser. De la mélanine produite par les plantes? Oui. C'est nouveau ça, comme il m'a semblé voir passer une review là-dessus. Oui, et ben, du coup, on va commencer des manips préliminaires. Là, j'ai réussi à avoir un tout petit peu d'argent à l'UPJV. Et en gros, ce que j'aimerais montrer, c'est qu'il y a un lien entre la couleur foncée qu'on peut obtenir, les pigments foncés, alors on va du jaune au noir, hein, et la capacité de la plante à produire des molécules antioxydantes avec des fortes propriétés antioxydantes, justement. Et j'aimerais pouvoir établir ce lien et pourquoi pas un nouveau système de criblage sur les plantes et se dire si ça produit des mélanines, est-ce que ça ne produit pas des molécules antioxydantes d'intérêt industriel? Voilà. Donc on travaille là-dessus et lui était intéressé sur la thématique mélanine sur les insectes, donc il a rejoint le projet de manière toute petite pour l'instant parce qu'il va juste me donner des échantillons d'insectes, on va essayer d'aller voir ça chez les insectes aussi, mais du coup si jamais lui en tout cas est un spécialiste au niveau de tout ce qui est insectes, et justement, le côté agronomique aussi peut l'intéresser. Voilà. Si je peux compléter en termes de contact, au niveau de l'université de Tours, il y a l'Institut l'IRBI, qui est l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, qui est un des plus gros instituts en France au niveau de l'étude des insectes. Et à l'intérieur de l'IRBI, il y a une section interaction plante-insecte.
donc avec qui d'ailleurs on collabore et avec qui on a beaucoup d'interactions. Et à partir d'eux, il y a aussi tout le réseau, on va dire, des Pays-Bas, parce qu'ils ont énormément de laboratoires qui s'intéressent à ces approches plantes-insectes via le métabolisme. Je pense par exemple à Marcel Diquet ou d'autres personnes qui ont largement publié des ouvrages sur la question. Et pour autant, ils sont toujours dans l'interrogation de savoir à quoi servent ces métabolites, voire même, ils vont plus loin, ils ne savent même plus qui les produit. De l'insecte, de l'endosymbiote, parce que souvent, il y a un troisième partenaire plutôt microbien au milieu de tout ça, et de la plante aussi. Donc, on voit que les questions physiologiques, elles dépassent largement un individu en tant que tel, c'est-à-dire la plante, mais c'est vraiment des interactions entre différents organismes très différents. Voilà. C'est encore une autre histoire. Je connais bien l'IRBI. Oui. C'est un pilier du GDR depuis toujours. Bien sûr. Comme le CEF de Montpellier aussi. Enfin, c'est vraiment des piliers qui ont toujours été, même à l'origine du GDR. Ouais. C'est toujours des histoires passionnantes qu'ils nous racontent. Après c'est comme les plantes, tu peux pas demander à n'importe qui de travailler sur ta plante et ton modèle, parce qu'il y a des spécialistes de certains insectes, hein, comme nous, on peut pas, si on travaille sur la rose, le lendemain travailler sur le lin ou inversement, quoi. Et je sais que c'est parfois compliqué. Nous sur le lin, le problème, il est là. On a trouvé des spécialistes des ravageurs du lin, mais uniquement à Braga en Europe, quoi. C'était les seuls à travailler dessus. Donc c'est parfois aussi compliqué. Par contre, effectivement, pour rejoindre sur ce que disait Nicolas, parfois on connaît bien ce que font nos métabolites pour l'homme, pour l'humain, mais on ne sait pas très bien à quoi ils servent pour la plante. Mais parfois ça peut nous servir. Je sais que nous, par exemple, le lin, en fait, les graines de lin sont utilisées notamment dans les traitements en nutraceutique comme antidiabétique. On avait pu montrer que ça jouait sur notamment l'amylase. Et en fait, bizarrement, le lin, quand les graines germent, on se rend compte qu'il y a assez peu de plantes qui poussent en concurrence, il y a assez peu d'adventices, notamment, on s'est rendu compte qu'il n'y avait quasiment pas d'adventifs de graines amylacées, parce qu'en fait, au moment de la germination, ils relarguent ces composés-là et ils inhibent aussi la dégradation de l'amidon chez les graines amylacées. Donc finalement, parfois, découvrir ce que font ces molécules chez l'homme, ça peut nous donner aussi des pistes qu'on n'aurait pas forcément pensé à aller regarder si on n'avait pas eu ces informations-là. Donc parfois, entre l'activité biologique chez l'homme et l'activité biologique in planta, on peut retrouver des liens et des ponts intéressants. Est-ce qu'on aurait une dernière remarque, une dernière question? Moi, je veux bien poser une question. Vous m'entendez? Oui. Ok. Je suis Samuel Knosp, je suis en thèse LibMP dans l'équipe de Nicolas. Et j'ai une question pour Christophe Hanot là, sur ces histoires de protéines dirigeantes. En fait, je me demandais si c'était une famille enzymatique ou plutôt une caractéristique commune à plusieurs familles d'enzymes du métabolisme. En fait. Alors non, c'est une famille à proprement parler. Elles appartiennent à vraiment une catégorie particulière. Elles sont proches en fait des alénoxydes cyclases. Elles appartiennent à la même superfamille que les alénoxydes cyclases. Et très récemment, parce qu'effectivement au départ on pensait qu'elles avaient besoin d'une oxydase, il a été montré que finalement par deux groupes différents, celui de Norman Lewis et celui, je crois que c'est Andreas Schaller en Allemagne, qui ont montré qu'en réalité elles pouvaient catalyser la réaction. Donc elles n'ont pas besoin d'oxydase pour fonctionner. Voilà. Mais par contre, dans cette famille, il y a des substrats complètement différents. Parfois, c'est des radicaux, parfois, c'est des esters activés sous forme de coenzyma. Donc, plus on la caractérise, plus on se rend compte que c'est une famille très, 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 très large. Donc, peut-être qu'à terme, on arrivera encore à faire éclater les groupes, finalement, et à trouver que c'est plusieurs familles, plusieurs sous-familles, en fait. D'accord. Et donc, c'est une famille qui est spécifique des embryophytes? Oui. Pour l'instant, on n'arrive pas à en trouver. On en a trouvé... on a réussi à en trouver chez certaines algues au départ, on pensait, et en fait quand on a regardé, il y a des essais chez les algues, mais elles ne sont pas fonctionnelles. Norman Lewis a essayé de les produire, ça ne produit rien en fait, et ça ne se replie pas bien. Donc en clair, même chez les algues pour lesquelles on avait éventuellement pu trouver dans le génome des choses qui ressemblaient, c'est pas fonctionnel. D'accord.
Et alors, comment on a réussi à déterminer qu'elles sont régio ou stéréo-sélectives Ça, c'est la caractérisation fonctionnelle des enzymes. Donc, pour les lignanes, ça débute, les premières caractérisées, ça date de 97. Le groupe de Lewis font un science, je crois, dessus. Donc, ils ont pu montrer sur les lignanes dans un premier temps. Ensuite, sur les terpènes, ça date, ça doit être 2012 ou 2013. C'est encore l'équipe en Allemagne qui travaille dessus. Et là, récemment, au Japon, ça doit être 2017, ils ont montré que dans les isoflavonoïdes également. Et donc, par contre, c'est des groupes différents. Ce que je dis, c'est cette grande famille a 8 groupes différents. Dans le groupe A, bien sûr, il n'y a que celles qui font que des lignanes. Et donc, dans le groupe B, pour l'instant, on a pu montrer qu'il y avait des enzymes qui fonctionnaient sur les terpènes et les flavonoïdes. Et donc, chez les terpènes, elles ne sont pas énantiosélectives, mais elles sont régiosélectives uniquement pour l'instant. Ils ont pu regarder au niveau de la structure, ils expliquent effectivement cette différence au niveau de la structure. D'accord, merci beaucoup. Je pourrais partager les papiers, n'hésite pas à m'envoyer avec plaisir. Ou je chercherai aussi. Ouais, si je trouve pas, je n'hésiterai pas, merci. Du coup, c'est super. Alors, on a réussi à parler de plein de sujets en rapport avec le métabolisme spécialisé. Donc, on remercie les 3 intervenants. Et on aimerait encore vous garder 5 minutes pour vous montrer une dernière petite chose. Je peux mettre votre diapo, Manon. Non, ça ne marche pas. Je ne vais pas, je suis plus administrateur de la réunion. Très bien. Ok, on va mettre d'autres moyens. En attendant, moi, je vais y aller. J'ai des manips à reprendre. Je vous remercie du coup, Christophe, Jean-Claude et Nicolas pour votre participation. C'était vraiment sympathique. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont suivis pour ce premier webinaire. J'espère que vous serez encore là le mois prochain et même encore plus nombreux. Bonne journée à tous. Merci. Donc, du coup, je vais réactiver. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Ok. Ah. Non, on ne le voit plus. Non, attends, Alex, c'était moi qui faisais le partage. D'accord, tu l'as? Vas-y, ouais, attends. le partage. Hop, là, c'est bon. Ouais. Donc, en effet, merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Il y a nos 3 intervenants d'être là. Pour les prochains webinaires, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par l'un de nos thèmes qu'on a présenté au début du webinaire, de nous contacter donc, à l'adresse mail qui est affichée donc, sur la diapo. Et également, donc, s'il y a des doctorants qui aimeraient venir participer et nous aider donc, à organiser donc, les prochains webinaires, n'hésitez pas également donc, à contacter à l'adresse alexandre.bouille@univ-lorraine.fr. C'est mis dans les commentaires si certains veulent. En tout cas, nous, on prend le rôle d'essayer d'animer un petit peu avec ce webinaire le réseau, mais bien sûr, on ne peut pas le faire sans vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On sera très heureux de pouvoir partager avec vous ces moments entre 12h30 et 13h30. Donc, on espère vous rejoindre, que vous nous rejoindrez nombreux le prochain mercredi, le premier mercredi du mois d'avril. Donc, il reste encore 5-10 minutes. Certains d'entre vous souhaitent nous faire votre retour. Et voilà. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Merci et au revoir. Merci à tout le monde. Et puis, merci. Donc, au 7 avril. Exactement. C'est ça. On n'oublie pas, on martèle la date pour être sûr qu'il l'intègre dans son agenda. Et vous penserez à me donner le programme, que je le mette sur le site internet du réseau. D'accord. Voilà. À bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. À tous. Au revoir. Au revoir.
ceux qui sont encore là ont des questions à nous poser, des remarques, des choses. C'est la surprise. Non. Monsieur Boachon. Oui. Bah, du coup, on quitte là. Ouais. Bah oui. Laissez aussi. Ouais. Ça marche. Bon, bah écoutez, Allez. bonne À après-midi. plus, bonne journée, ouais. Et à la prochaine alors. À la prochaine. Ouais. Tchuss.